Chaque fois que les archéologues mettent au jour quelque chose de nouveau, il y a une chance que cela redéfinisse l'histoire. Pour la plupart, les historiens pensent avoir établi une assez bonne idée de la façon dont le monde aurait fonctionné il y a des milliers d'années. Nous avons découvert divers éléments d'histoire qui nous ont montré combien les anciens auraient vécu leur vie quotidienne et comment leurs gouvernements locaux et leurs économies auraient fonctionné. Cependant, de temps en temps, une nouvelle information est révélée qui bouleverse tout ce que nous savons sur le monde antique. Par exemple, d'anciens éléments de technologie se sont révélés à maintes reprises et nous obligent à repenser la façon dont le monde aurait évolué il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur plusieurs technologies anciennes que la science et l'histoire ne peuvent expliquer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Scie en pierre. Si nous devions jeter un coup d'œil à l'époque des anciens Égyptiens, nous serions nombreux à nous demander comment ces anciens ont pu faire ce qu'ils ont pu faire. Il va sans dire que les pyramides sont parmi les ouvrages les plus complexes jamais découverts. Nous ne savons toujours pas comment ces personnes ont réussi à soulever ces briques et à les placer dans une forme aussi compliquée. Cependant, une autre question se pose lorsque nous réalisons que ces briques ont été découpées avec précision par une machine sophistiquée. Le problème est que nous n'avons jamais été en mesure de découvrir quel type de technologie les Égyptiens auraient utilisé pour découper des lignes aussi précises dans les blocs de pierre. Aujourd'hui encore, la taille de la pierre est très difficile et nécessite des outils spéciaux pour la réaliser correctement. Les machines utilisées pour tailler la pierre fonctionnent souvent à l'électricité ou à l'essence. Il est donc facile de comprendre pourquoi il aurait été si difficile pour les Égyptiens de créer une machine aussi compliquée. Les experts ont noté la présence de marques de scie sur les pierres qui prouvent qu'elles ont été taillées avec une sorte de scie primitive. En examinant ces marques de plus près, il apparaît également que les lames utilisées pour couper ces pierres étaient incroyablement tranchantes. Bien plus tranchantes que ceux qui étaient disponibles à l'époque. Plus étrange encore, les chercheurs ont remarqué que la scie était déplacée d'avant en arrière avec une précision digne d'un laser. Cela n'aurait pas été fait à la main. Cependant, nous n'avons aucune idée du type de machine qui aurait été utilisée pour créer des lignes aussi précises dans la pierre. Un réseau d'eau vieux de 5000 ans en Iran. Il y a plusieurs années, une équipe de chercheurs effectuait des fouilles dans un ancien village d'Iran lorsqu'elle est tombée sur quelque chose d'incroyable. Alors qu'ils déterraient diverses reliques historiques, ils ont trouvé quelque chose qui leur a fait perdre la tête. Un ancien système de plomberie. Nous ne savons pas grand-chose de ce système, mais ils ont réalisé que la région aurait environ 5000 ans. Cela signifie que la plomberie moderne aurait existé dans un passé lointain, des milliers d'années avant que nous pensions qu'une telle chose était possible. Les archéologues ont annoncé que les tuyaux qui parcouraient ce système étaient taillés dans la pierre, ce qui suggère que des outils compliqués auraient été nécessaires pour créer ces tuyaux archaïques. Chacun des tuyaux mesurait environ 1 mètre, les tuyaux se connectant les uns aux autres pour former des puits plus longs qui auraient été utilisés pour envoyer l'eau d'un endroit à un autre. D'après les historiens, ces canalisations auraient été créées en Perse il y a environ 5000 ans, ce qui signifie que les habitants de ce pays étaient bien plus avancés que ce que l'on a voulu nous faire croire. Nous savons que les Perses sont connus pour être l'une des premières cultures à créer des systèmes avancés qui auraient été utilisés pour distribuer l'eau. Les habitants auraient créé un réseau de puits semblable à des puits reliés entre eux par une série de tunnels en pente, un peu comme la plomberie moderne de votre maison. Cette eau aurait été utilisée pour irriguer les champs et aussi envoyer de l'eau à diverses maisons. Bocca della Verità. Un seul regard sur la Bocca della Verità suffit à vous donner des frissons. Cette œuvre d'art étrange en forme de disque est incroyablement sinistre et restera probablement dans vos cauchemars pendant de nombreux jours. Nombreux sont ceux qui discutent encore de l'utilité réelle de cet étrange morceau d'histoire. En grande partie, l'histoire de cette œuvre d'art est un mystère complet.
Mais les historiens ont fait de leur mieux pour reconstituer les événements qui ont conduit à la création d'une œuvre aussi étrange. Cet étrange relief se trouve actuellement dans l'église de Santa Maria dans le Cosmedin à Rome. Il a été mentionné par écrit pour la première fois en 1485, mais nous ne sommes pas certains de son ancienneté. Connu sous le nom de Bouche de la Vérité, il pourrait avoir appartenu aux Grecs et avoir servi d'autel. Certains pensent qu'il a pu être créé en référence à la figure grecque d'Hercule. Cependant, il n'y a aucune preuve de cette hypothèse et il s'agit d'une pure supposition. De nombreux hommes d'affaires romains, d'il y a des milliers d'années, étaient connus pour parcourir de nombreux kilomètres afin de rendre hommage à Zeus. Il est donc possible que cette sculpture ait fait partie de cette cérémonie. Cependant, il y a également des spéculations selon lesquelles cet objet en forme de disque aurait pu être utilisé comme un simple couvercle d'égout. Si l'on considère qu'il a des ouvertures dans les yeux, le nez et la bouche, c'est une possibilité certaine. En réalité, nous ne savons pas grand-chose sur cet objet. Toutefois, les chercheurs font toujours de leur mieux pour reconstituer l'histoire de cette relique bizarre. L'irrigation Inca. Les Perses n'étaient pas les seuls à avoir un don pour les systèmes d'irrigation sophistiqués. Certains bâtiments historiques de l'époque Inca montrent également que la population indigène d'Amérique du Sud possédait des connaissances techniques impressionnantes. La construction du complexe de Morée montre à quel point les Incas savaient comment intégrer l'environnement naturel dans leurs bâtiments. Morée a été construit dans 3 dolines naturelles. Cela peut sembler un peu inhabituel, mais continuez à regarder pour voir comment tout cela se met en place. Les Incas y ont créé d'innombrables plateaux en terrasse, disposés de telle sorte que chaque étape bénéficie de son propre microclimat. Cela a permis aux membres de la culture Inca de cultiver une grande variété de plantes. L'eau était acheminée dans les différentes parties de l'installation par un système complexe de canaux. D'ailleurs, nous trouvons de telles terrasses Incas non seulement à Morée, mais aussi dans les régions les plus diverses qui étaient autrefois habitées par cette tribu. Les pentes uniques servaient à cultiver de nombreux aliments et à prévenir ainsi les crises alimentaires. Les Incas y ont notamment planté des pommes de terre, du maïs, des tomates, des cacahuètes et des poivrons. Il peut sembler inhabituel qu'une telle tribu soit capable de planifier et de créer un système de culture aussi complexe. Cependant, ces tribus semblent avoir une meilleure compréhension du monde naturel que nous, même après des années de recherche. Le peuple Inca était véritablement passé maître dans l'art de survivre et de s'adapter au monde naturel. Lampe vieille de 2000 ans. On a trouvé 2 lampes en bronze qui ont été créées il y a environ 2000 ans, avant d'être finalement placées dans la tombe du petit-fils d'un empereur. Comme vous pouvez le voir, les lampes représentent des oies dont la tête est tournée vers l'arrière. Les grands poissons que les 2 oiseaux tiennent dans leur bec ne servent pas seulement de décoration esthétique, mais font également office de hotte d'extraction de fumée et de protection contre le vent. Dès que le combustible a été allumé, la fumée s'est déplacée dans le corps de l'oie, qui était très probablement rempli d'eau. En outre, la position du poisson pouvait être modifiée manuellement, ce qui permettait de régler la luminosité. Ces objets anciens nous prouvent une fois de plus que les gens de cette époque possédaient des compétences techniques extraordinaires, plus grandes que celles que certains d'entre nous possèdent des milliers d'années plus tard. Le bleu égyptien. Il est bien connu que les anciens Égyptiens étaient non seulement maîtres dans la création de bâtiments et d'objets impressionnants, mais qu'ils savaient aussi les décorer avec des couleurs magnifiques. La couleur dont nous allons parler aujourd'hui, qui est passée à juste titre dans l'histoire sous le nom de bleu égyptien, est l'un des plus anciens pigments artificiels connus de l'homme. Pour obtenir cette couleur bleu vive, plusieurs étapes complexes étaient nécessaires, qui exigeaient des connaissances chimiques considérables. Ce que nous ne savions pas que les anciens Égyptiens possédaient jusqu'à récemment. Dans le détail, du calcaire et du sable de quartz étaient mélangés à des copeaux de bronze et à une petite quantité de bicarbonate de soude. Le mélange devait ensuite être chauffé pendant une longue période à une température d'au moins 870 degrés Celsius. Au final, on obtenait le magnifique pigment qui a fait la réputation des Égyptiens. Cette couleur, qui était peinte ou infusée dans divers objets, est l'une des nuances de bleu les plus reconnaissables au monde. On sait que les Égyptiens ont produit cette couleur dès la 4e dynastie, qui s'étend de 2639 à 2504 avant Jésus-Christ.
De là, la technique de fabrication sophistiquée s'est répandue en Mésopotamie, en Grèce et dans l'Empire romain. Le secret millénaire des lampes qui brûlent en permanence. Peu importe la modernité et la sophistication de nos lampes, tôt ou tard, le jour vient où elles rendent l'âme et doivent être remplacées. Cependant, certains écrits provenant de cultures anciennes parlent de lampes qui brûlent en permanence, ce qui semble d'autant plus étonnant. Entre autres, le philosophe grec Plutarque a fait état d'une lampe extraordinaire située au-dessus de la porte d'un ancien temple égyptien. Plus précisément, il s'agissait d'une petite flamme ouverte que ni le vent ni la pluie ne pouvaient endommager. Toutefois, ce rapport n'est pas le seul à faire état de telles lampes brûlant éternellement. Des objets similaires auraient été trouvés en Inde, en Arménie et en Grèce. L'auteur classique Pausanias a mentionné une lampe en or dans le temple de Minerva Polias à Athènes, dont la flamme brûlait pendant plusieurs années sans devoir être alimentée en nouveau combustible. Selon la légende, le roi romain Numa Pompilius était un ami des dieux, et les êtres surnaturels expliquèrent au souverain comment il pouvait fabriquer une flamme brûlant éternellement. La lampe aurait été abritée dans un temple. En fait, les récits concernant les flammes éternelles remontent au Moyen-Âge. Comme de tels phénomènes ne peuvent être expliqués d'un point de vue scientifique, certaines personnes utilisent d'autres approches pour mieux comprendre cette étrange technologie. Si l'on en croit ces histoires, les feux éternels ont été créés soit par des démons diaboliques, soit par des divinités extraterrestres. En vérité, nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Des outils datant de 16 700 ans. Des archéologues ont découvert au Texas un ensemble d'outils qui avaient été enterrés et perdus dans le temps. Cela ne semble pas très excitant, mais ils ont rapidement appris que ces outils dataient de 16 700 ans. Nous savons que notre équipement de datation actuel n'est pas incroyablement précis, mais quoi qu'il en soit, ces outils sont antérieurs à l'histoire américaine de plusieurs milliers d'années. Jusqu'à présent, nous supposions que la culture Clovis était le premier peuple à s'être installé en Amérique du Nord. Cependant, ces outils bouleversent l'histoire américaine et prouvent que des gens vivaient et prospéraient en Amérique bien avant que la culture Clovis ne s'empare du territoire. Les outils ont été envoyés pour être datés, et les chercheurs ont conclu que la date estimée de 16 700 ans est correcte. Nous ne savons pas encore grand-chose de ces outils, mais nous espérons en apprendre davantage sur leurs origines et leurs créateurs dans les années à venir. Imaginez que vous faites partie d'une équipe de chercheurs et que vous trouvez un artefact comme celui-ci qui réécrit complètement l'histoire. Ce doit être un sentiment extraordinaire que de faire partie d'une telle équipe d'investigation. Le premier ordinateur au monde. Les ordinateurs sont devenus un élément indispensable de notre vie quotidienne moderne. Qu'il s'agisse de travailler, de jouer ou simplement de passer le temps, les ordinateurs modernes enrichissent nos vies de multiples façons. Si nous plaçons évidemment l'invention du premier ordinateur moderne au XXe siècle, certains appareils étonnants, datant des années 1770, nous font remettre en question cette affirmation. Pour être plus précis, nous parlerons des 3 androïdes qui ont été construits par une équipe père-fils connue sous le nom de Jacques Edreau. Ces surprenantes figures sont connues sous le nom de scribes, d'organistes et de dessinateurs. Si vous mettez en marche le mécanisme du scribe, il trempe sa plume dans un encrier. Si vous tirez un levier, le scribouillard mécanique commence même à tracer quelques lignes sur le papier. La machine est capable d'écrire un texte comportant jusqu'à 40 caractères. Le dessinateur, à son tour, accomplit l'exploit de produire 4 motifs différents. Son mécanisme est commandé par des disques sur lesquels se trouvent les gabarits des dessins. L'organiste, quant à lui, travaille avec un rouleau à picot et peut jouer 5 morceaux de musique différents. Les 3 androïdes sont encore parfaitement fonctionnels et se trouvent dans un musée à Neuchâtel. Pumapunku. Sous le nom un peu particulier de Pumapunku se cache un vaste complexe de temples et de bâtiments culturels découverts dans l'ouest de la Bolivie, qui appartiendrait à la civilisation avancée des Incas. L'abondance des mots subjonctifs dans cette description est due au fait que l'on sait relativement peu de choses sur la collection de ruines primitives à ce jour. Ni l'apogée de la culture contemporaine, ni la cause ou le moment de son déclin ne peuvent être clairement définis.
En revanche, on suppose qu'il s'agissait de la même civilisation que celle à l'origine des lignes de Nazca et des lignes de Sarama. Le temple lui-même a été construit à l'aide de gigantesques blocs de pierre, dont les experts se demandent une fois de plus comment ils ont été déplacés. Et puis il y a aussi les histoires des descendants des anciens habitants, qui lient étroitement ce lieu aux dieux et aux premiers humains. Il n'est pas certain que l'on puisse un jour élucider la raison d'être de ce lieu. De nombreux documents de cette période ont été perdus depuis des siècles. Les mystérieuses boîtes noires. Après toutes ces décennies où l'Égypte a été au centre du monde archéologique, il est presque surprenant que de nombreux mystères soient découverts lors de fouilles. Toutes les grandes pyramides sont déjà connues et de nombreux temples ont été à nouveau fouillés. Ce sont généralement les intérieurs de ces ruines qui révèlent de nouveaux mystères. C'est également le cas des 24 boîtes noires trouvées dans un ancien temple de Memphis. Elles pèsent des tonnes et sont traitées si finement qu'elles auraient pu conserver leur contenu hermétiquement pendant des siècles. Mais qu'en est-il des boîtes ? Nous n'en sommes pas sûrs, mais le temple donne un indice. Celui-ci était dédié à un dieu originel qui parcourait la terre sous la forme d'un taureau. On suppose aujourd'hui que les restes des taureaux sacrés devaient être enterrés dans les gigantesques cercueils. Cependant, ils n'ont jamais été utilisés et il n'existe aucune information précise sur leur utilité. Ils resteront donc probablement un petit secret d'Égypte pour l'instant. De mystérieuses nanostructures. Il y a 30 ans, un artefact hors du commun, appelé Opart, a été découvert dans les montagnes de Russie. Il s'agit de structures, de découvertes et d'artefacts qui, en raison de leur emplacement et de leur âge, ne correspondent pas vraiment à la période à laquelle ils devraient appartenir. Dans ce cas précis, il s'agit de minuscules vis, appelées serpentins, faites de la plus fine fibre de carbone et trouvées par un groupe au milieu des montagnes. À ce jour, personne ne sait d'où elles proviennent réellement. Ce qui pourrait être à l'origine de ces découvertes fait encore l'objet de recherches. Certains ont supposé qu'il s'agissait des restes de tests de missiles effectués à proximité, mais cela ne correspondrait pas à l'âge des structures. La question reste donc de savoir comment les humains ont pu fabriquer de si petits objets il y a 20 000 à 30 000 ans, et à quoi ils pouvaient servir. Les monolithes d'Asuka. Le village d'Asuka au Japon est l'un des plus anciens établissements humains. On dit qu'il faisait partie d'une haute civilisation dans cette partie du monde dès l'an 250 de notre ère. Alors que les chercheurs s'interrogent encore sur les détails importants de cette ancienne civilisation, ce sont surtout certains objets qu'ils ont laissés dans les environs immédiats qui sont au centre des considérations. Il y a par exemple les monolithes et les statues, avec diverses figures des courants du bouddhisme que l'on a pu trouver partout dans la nature environnante jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on peut trouver ces structures en pierre à divers endroits de la région. Il existe également un bateau en pierre qui semble avoir été taillé dans la roche et dont on ne sait pas vraiment à quoi il a servi. Asuka et son ancienne civilisation restent donc un grand mystère pour la science moderne. Les pierres oubliées de Baalbek. Comme vous le savez peut-être, l'ancienne étendue de l'Empire romain était immense. Au cours de leur conquête, les Romains ont pénétré profondément au Moyen-Orient. C'est ce qu'indiquent d'anciennes ruines romaines, que l'on peut même trouver au Liban, par exemple. C'est là que se cache un autre secret. Les traces d'un ancien travail de la pierre peuvent être trouvées partout à Baalbek. Cependant, il ne s'agit pas de simples carrières, mais de monolithes massifs qui ont tout simplement été oubliés pendant des siècles. Quelle est leur origine ? Comment les Romains et les civilisations suivantes ont-ils pu oublier qu'ils avaient d'énormes rochers dans le sol ? Là encore, les théories divergent. Certains pensent qu'il s'agit d'ouvrages destinés à des bâtiments qui n'ont jamais été travaillés. D'autres pensent qu'il s'agit des clés de voûte d'anciens temples et fortifications qui n'ont pas traversé les siècles. La recherche des scientifiques se poursuit et les géants de pierre sont désormais un témoignage important pour les touristes de la région. 12 pierres d'angle. Parmi beaucoup d'autres choses, les Incas étaient connus pour leur construction. L'art avec lequel ils travaillaient les pierres et les empilaient en structure est encore visible dans de nombreux anciens temples qui ont traversé les siècles avec aisance. Quiconque s'intéresse de près à cette œuvre constate qu'elle présente un grand nombre de particularités.
Cela inclut par exemple l'art des 12 pierres d'angle. Elles s'emboîtent parfaitement, même une feuille de papier ne semble pas pouvoir s'insérer entre elles, et permettent à de nombreux bâtiments anciens de tenir debout en toute sécurité aujourd'hui encore. La question de savoir si les maîtres bâtisseurs ont découvert cette forme par hasard ou si elle était basée sur des calculs mathématiques fait encore l'objet de recherches aujourd'hui. La pierre de Dashka. Juste un front avec des fissures aux formes étranges, ou en fait une carte qui pourrait avoir près de 120 millions d'années. La pierre de Dashka est l'un des grands mystères de l'archéologie qui n'a toujours pas été résolu à ce jour. Découverte dans les montagnes de l'Oural en 1999 et pesant près d'une tonne, cette pierre a depuis été examinée par des chercheurs du monde entier. Les lignes qu'elle comporte pourraient donner une indication sur les montagnes de l'Oural, tout en présentant des marques indiquant d'anciennes constructions. On y trouve également d'anciens glyphes qui seraient d'origine chinoise. À ce jour cependant, ils n'ont pas été élucidés. Scie en pierre. Si nous devions jeter un coup d'œil à l'époque des anciens Égyptiens, nous serions nombreux à nous demander comment ces anciens ont pu faire les choses qu'ils ont pu faire. Il va sans dire que les pyramides font partie des ouvrages les plus complexes jamais découverts. Nous ne savons toujours pas comment ces personnes ont réussi à soulever ces briques et à les placer dans une forme aussi compliquée. Cependant, une autre question se pose lorsque nous réalisons que ces briques ont été découpées avec précision par une machine sophistiquée. Le problème est que nous n'avons jamais été en mesure de découvrir le type de technologie que les Égyptiens auraient utilisé pour découper les lignes aussi précises dans les blocs de pierre. Aujourd'hui encore, la taille de la pierre est très difficile et nécessite des outils spéciaux pour la réaliser correctement. Souvent, les machines utilisées pour travailler la pierre fonctionnent à l'électricité ou à l'essence. Il est donc facile de comprendre pourquoi il aurait été si difficile pour les anciens de créer une machine aussi compliquée. Les experts ont noté la présence de marques de scie sur les pierres qui prouvent qu'elles ont été taillées avec une sorte de scie primitive. En examinant ces marques de plus près, il apparaît également que les lames utilisées pour couper ces pierres devaient être incroyablement tranchantes, bien plus tranchantes que ce qui était disponible à l'époque. Plus étrange encore, les chercheurs ont remarqué que la scie était déplacée d'avant en arrière avec une précision digne d'un laser. Cela n'aurait pas été fait à la main. Cependant, nous n'avons aucune idée du type de machine qui aurait été utilisée pour créer des lignes aussi précises dans la pierre. Le secret séculaire des lampes à incandescence. Peu importe la modernité et la sophistication de nos lampes, tôt ou tard, le jour vient où elles rendent l'âme et doivent être remplacées. Cependant, certains rapports provenant de cultures anciennes parlent de lampes qui brûlent en permanence, ce qui semble d'autant plus étonnant. Entre autres, le philosophe grec Plutarque a fait état d'une lampe extraordinaire située au-dessus de la porte d'un ancien temple égyptien. Plus précisément, il s'agissait d'une petite flamme ouverte que ni le vent ni la pluie ne pouvaient endommager. Cependant, ce rapport n'est pas le seul à faire état de telles lampes brûlant éternellement. Des objets similaires auraient été trouvés en Inde, en Arménie et en Grèce. L'auteur classique Pausanias a mentionné une lampe en or dans le temple de Minerva Polias à Athènes, dont la flamme brûlait pendant plusieurs années sans devoir être alimentée en nouveau combustible. Selon la légende, le roi romain Numa Pompilius était un ami des dieux, et les êtres surnaturels expliquèrent au souverain comment il pouvait fabriquer une flamme brûlant éternellement. La lampe aurait été abritée dans un temple. En fait, les récits concernant les flammes éternelles remontent au Moyen-Âge. Comme de tels phénomènes ne peuvent être expliqués d'un point de vue scientifique, certaines personnes utilisent d'autres approches pour mieux comprendre cette étrange technologie. Si l'on en croit ces histoires, les feux éternels ont été créés soit par des démons diaboliques, soit par des divinités extraterrestres. En vérité, nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Des outils vieux de 16 700 ans. Des archéologues ont découvert au Texas un ensemble d'outils qui avaient été enterrés et perdus dans le temps. Cela peut ne pas sembler très excitant, mais ils ont rapidement appris que ces outils dataient de 16 700 ans. Nous savons que notre équipement de datation actuel n'est pas incroyablement précis dans le grand schéma des choses. Mais quoi qu'il en soit, ces outils sont antérieurs à l'histoire américaine de plusieurs milliers d'années.
Jusqu'à présent, nous supposions que la culture Clovis était le premier peuple à s'être installé en Amérique du Nord. Cependant, ces outils bouleversent l'histoire américaine et prouvent que des gens vivaient et prospéraient en Amérique bien avant que la culture Clovis ne s'empare du territoire. Les outils ont été envoyés pour être datés, et les chercheurs ont conclu que la date estimée de 16 700 ans est correcte. Nous ne savons pas grand-chose de ces outils, mais nous espérons en apprendre davantage sur leurs origines et leurs créateurs dans les années à venir. Imaginez que vous faites partie d'une équipe de chercheurs et que vous trouvez un artefact comme celui-ci qui réécrit complètement l'histoire. Cela doit être une sensation extraordinaire de faire partie d'une équipe d'investigation comme celle-là. Les ruines de Morée. Les ruines de Morée sont un autre témoignage des Incas et sont aussi étonnantes que les autres structures connues pour avoir été construites par ce peuple. Semblable à un théâtre romain, plusieurs terrasses sont disposées en forme de cercle. Contrairement aux bâtiments romains, il ne s'agit probablement pas d'un lieu de rencontre. En fait, il pourrait s'agir d'une ancienne forme de système d'irrigation. Dans les terrasses, il serait non seulement possible de faire pousser différentes choses, mais aussi de les irriguer de manière contrôlée. Ce serait un exemple de la manière dont les Incas ont réussi à pratiquer l'agriculture, même dans des régions plutôt inhospitalières. Les églises rupestres. Les églises taillées dans la roche ne sont pas rares sur Terre, mais peu d'œuvres sont aussi impressionnantes que les églises rupestres d'Éthiopie. Ici, on ne s'est pas contenté de tailler une seule église dans la roche, mais on a voulu créer 11 bâtiments différents dans une sorte de forteresse rocheuse souterraine. On suppose aujourd'hui que le roi de la région souhaitait à ce moment-là reconstruire Jérusalem dans son propre état. Pour cela, ils ont commencé à démolir le dôme du rocher, à dessiner d'autres églises et à entamer les travaux. Malheureusement, les monuments n'ont jamais été complètement achevés, mais ils offrent toujours un spectacle impressionnant pour les pèlerins et les visiteurs. Ulfbert. Les découvertes faites par des sœurs dans toute la Méditerranée présentaient une caractéristique étrange, un acier spécial et une gravure indiquant Ulfbert. Pendant de nombreuses décennies, les chercheurs ne savaient pas exactement ce qu'était cette étrange gravure et pourquoi on la trouvait sur des sœurs de Syrie, de France, d'Angleterre et d'Afrique à part égale. On suppose aujourd'hui qu'il pourrait s'agir d'une sorte de marque médiévale. L'hypothèse est qu'il s'agissait autrefois d'un forgeron franconien. Celui-ci aurait reçu des aciers spéciaux de toutes les parties du monde et les aurait transformés en épées spéciales. Plus tard apparemment, il y a même eu des contrefaçons avec sa gravure. Mais cela reste un grand mystère. Le feu grégeois. Les navires crachant du feu et capables de réduire en cendres les armadas ennemies sont connus grâce aux films et à la télévision. Le feu grégeois en est le nom, et il est probablement basé sur une arme réelle car il est fréquemment mentionné dans les archives. Cependant, contrairement à ce que le nom pourrait suggérer, il n'était pas utilisé par les Grecs anciens, mais par les Byzantins, qui existaient en tant que successeurs de l'ancien empire grec. Bien que nous connaissions aujourd'hui le type d'application en mer, de nombreuses questions concernant cette arme restent sans réponse. Cela est également dû au fait que les documents relatifs à la production du matériau incendiaire proprement dit ont disparu avec l'Empire byzantin. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, la grande question est de savoir ce qui rendait cette arme si spéciale et comment elle fonctionnait jusqu'à la dernière étape. Il ne s'agit là que d'une liste incomplète de découvertes surprenantes de technologies anciennes. Quels sont les autres exemples auxquels vous pouvez penser qui ne peuvent pas vraiment être expliqués par la science à ce jour ? Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur l'une des images et regardez une autre vidéo passionnante. Lentille de Nimrud. En 1850, l'explorateur britannique Austen Henry Layard découvre par hasard un artefact assez mystérieux dans le palais de Nimrud. L'objet compact, qui sera plus tard connu sous le nom de lentille de Nimrud, a été créé vers 750 avant Jésus-Christ et reste aujourd'hui un mystère pour les experts. Fabriqué en cristal de roche naturelle, l'artefact comporte 12 cavités qui contenaient autrefois un liquide inconnu. Aujourd'hui encore, les experts spéculent sur l'utilité de la lentille de Nimrud. À cet égard, certains chercheurs pensent qu'elle a pu fonctionner comme une ancienne loupe. Cependant, d'autres experts considèrent qu'il est plus probable que l'objet n'avait aucune utilité pratique et qu'il s'agissait d'un élément purement décoratif. En revanche, l'idée que la lentille faisait partie d'un ancien télescope que les Assyriens utilisaient pour étudier les étoiles et les planètes semble beaucoup plus intéressante.
Une autre explication repose sur le fait que l'objet était capable de focaliser la lumière du soleil et pouvait donc être utilisé comme un ver brûlant. Cumbe Mayo. À une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la ville péruvienne de Caramarca se trouve le site antique de Cumbe Mayo. Construit vers 1500 avant Jésus-Christ, le complexe se compose d'une grotte, de nombreux pétroglyphes et d'un ingénieux aqueduc. Ce n'est pas l'élaboration précise de ces conduites d'eau qui apparaît à la fois fascinante et énigmatique. À une altitude de 3500 mètres, la construction de canaux s'étend sur 9 km, canalisant l'eau à travers quelques champs de culture jusqu'à un grand réservoir. Mais ce n'est pas seulement l'arrière-plan de la voie d'eau soigneusement sculptée dans la roche volcanique, mais aussi les dessins rupestres qui n'ont toujours pas été déchiffrés, qui ressemblent à un grand mystère. En fait, on ne peut même pas dire avec certitude qui a dessiné le Cumbe Mayo. Le secret millénaire des lampes à incandescence perpétuelle. Peu importe la modernité et la sophistication de nos lampes, tôt ou tard, le jour viendra où elles rendront l'âme et devront être remplacées. Cependant, certains rapports provenant de cultures anciennes parlent de lampes qui brûlent en permanence, ce qui semble d'autant plus étonnant. Entre autres, le philosophe grec Plutarque a fait état d'une lampe extraordinaire située au-dessus de la porte d'un ancien temple égyptien. Plus précisément, il s'agissait d'une petite flamme nue que ni le vent ni la pluie ne pouvaient endommager. Toutefois, ce rapport n'est pas le seul à faire état de telles lampes brûlant éternellement. Des objets similaires auraient été localisés en Inde, en Arménie et en Grèce. L'auteur classique Pausanias a mentionné une lampe en or dans le temple de Minerva Polias à Athènes, dont la flamme brûlait pendant plusieurs années sans devoir être alimentée en nouveau combustible. Selon la légende, le roi romain Numa Pompilius était un ami des dieux, et les êtres surnaturels expliquèrent au souverain comment il pouvait fabriquer une flamme brûlant éternellement. La lampe aurait été abritée dans un temple. En fait, les récits concernant les flammes éternelles remontent au Moyen-Âge. Comme de tels phénomènes ne peuvent être expliqués d'un point de vue scientifique, certaines personnes utilisent d'autres approches pour mieux comprendre cette étrange technologie. Si l'on en croit ces histoires, les feux éternels ont été créés soit par des démons diaboliques, soit par des divinités extraterrestres. En vérité, nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Les violons de Stradivari. Antonio Stradivari est toujours considéré comme le plus grand luthier de tous les temps. Les instruments à cordes que l'Italien a fabriqués de son vivant sont de loin les plus chers du marché. C'est avant tout l'excellente qualité du son qui a toujours rendu les violons de Stradivarius si populaires. Cependant, nous ne savons toujours pas exactement comment ces caractéristiques sonores incomparables ont été créées dans le détail. La technique de fabrication était un secret de famille étroitement gardé. Certains experts pensent que c'est le bois spécial qui donnait aux instruments leur son envoûtant. Toutefois, cela ne peut être la seule raison, car ce matériau était également disponible pour tous les autres luthiers de l'époque. De nombreux scientifiques tentent toujours de déchiffrer le secret de ces instruments. Parmi les explications possibles figure l'utilisation du borax, de l'influence de la moisissure et enfin et surtout de l'incomparable savoir-faire de Stradivari. La Vierge. Au sud-est de la vieille ville de Bakou, l'impressionnante tour de la Vierge s'élève depuis plusieurs siècles. L'origine exacte de cet édifice de près de 30 mètres de haut reste toutefois controversée. Certains pensent que les fondations ont été construites dès le 5e siècle, tandis que les parties supérieures n'ont été construites que 700 ans plus tard. Il est également probable que la tour de la Vierge ait appartenu à un plus grand complexe qui n'existe plus aujourd'hui. Cependant, on ne sait pas encore à quoi servait ce point de repère désormais mondialement connu de la capitale azerbaïdjanaise. La construction de la tour ne peut être attribuée ni à un architecte perse, ni à un architecte turc. Dans les rangs des chercheurs, on évoque une utilisation comme lieu de culte, fortification ou comme observatoire. Certains archéologues pensent que la mer Caspienne s'étendait jusqu'à la tour de la Vierge à cette époque. Cette hypothèse coïnciderait à son tour avec une ancienne légende qui a donné son nom à l'édifice et qui est toujours d'actualité.
une princesse se serait jetée du haut de la tour dans la mer pour éviter un mariage arrangé. Le premier ordinateur au monde. Les ordinateurs sont devenus un élément indispensable de notre vie quotidienne moderne. Qu'il s'agisse de travailler, de jouer ou simplement de passer le temps, les ordinateurs modernes enrichissent nos vies de multiples façons. Si nous plaçons évidemment l'invention du premier ordinateur moderne au XXe siècle, certains appareils étonnants datant des années 1770 nous font remettre en question cette affirmation. Pour être plus précis, nous parlerons des 3 androïdes qui ont été construits par une équipe père-fils connue sous le nom de Jacques Edroz. Ces personnages étonnants sont connus sous le nom de l'écrivain, le dessinateur et la musicienne. Si vous mettez en marche le mécanisme de l'écrivain, il trempe sa plume dans un encrier. Si vous tirez un levier, il commence même à tracer quelques lignes sur le papier. La machine est capable d'écrire un texte comportant jusqu'à 40 caractères. Le dessinateur, à son tour, accomplit l'exploit de produire 4 motifs différents. Son mécanisme est commandé par des disques sur lesquels se trouvent les gabarits des dessins. Le musicien, quant à lui, travaille avec un rouleau à picot et peut jouer 5 morceaux de musique différents. Les 3 automates sont encore parfaitement fonctionnels et se trouvent dans un musée à Neuchâtel. Le feu grégeois. Il y a plusieurs siècles, le feu grégeois était considéré comme l'une des armes les plus redoutables et les plus efficaces qui soient. Il s'agissait en fait d'une arme incendiaire sophistiquée utilisée par les Byzantins à partir du 7e siècle de notre ère pour mettre le feu aux navires ennemis. Un liquide inflammable était pompé sur les cibles ennemies. Selon certains documents contemporains, l'utilisation de cette arme provoquait un enfer. Incapable d'éteindre les navires en feu, l'équipage ennemi était plongé dans le chaos le plus total, et une action ordonnée n'était plus possible. Grâce au feu grégeois, les Byzantins ont pu assurer leur suprématie en Méditerranée orientale pendant de nombreux siècles. La composition de l'agent incendiaire et la manière dont il a été produit restent un mystère à ce jour. Cela s'explique principalement par le fait que la composition exacte de l'arme était soumise au plus grand secret. Les instructions pour la production du feu liquide ont donc disparu avec l'Empire byzantin. Sculpture d'Adolphe Fouéré. Entre les années 1894 et 1907, le Français Adolphe Julien Fouéré s'est consacré au dernier acte artistique de sa vie. Il a immortalisé de nombreuses sculptures dans les rochers de la côte bretonne. Fouéré avait auparavant travaillé comme prêtre. Cependant, après que le clerc ait dû démissionner de sa charge, il a décidé de consacrer ses journées à la création de statues impressionnantes. C'est ainsi qu'Adolphe a sculpté plus de 300 de ces figures uniques dans la roche granitique. De nombreuses sculptures représentent des créatures de contes de fées, comme des monstres marins et autres figures mythiques. Cependant, en raison de l'érosion marine, ces œuvres fascinantes risquent de disparaître progressivement. Carrière de Yangshan. Toutes les structures monumentales n'ont pas eu la chance d'être achevées. Parmi les structures inachevées les plus célèbres du passé, figurent les vestiges massifs découverts dans la carrière de Yangshan, en Chine. Au début du XVe siècle, l'empereur Yongle a ordonné la construction d'une stèle surdimensionnée. L'énorme pilier devait ensuite être transporté au mausolée Ming Xiaoling pour orner la dernière demeure du père de Yongle. C'est ainsi que les ouvriers ont commencé à extraire 3 pièces distinctes qui seraient ensuite assemblées. Mais les bâtisseurs ont finalement rencontré un problème qui pouvait être surmonté. Les responsables ont réalisé qu'il semblait tout simplement impossible de transporter les pièces individuelles massives jusqu'au mausolée. Ensemble, les 3 composants pesaient plus de 30 000 tonnes. Si les ouvriers avaient réussi à achever la stèle à l'époque, elle aurait culminé à près de 75 mètres dans les airs. En fin de compte, le projet a été entièrement abandonné et un pilier nettement plus petit a été installé dans le mausolée Ming Xiaoling à la place. Scie à pierre. Si nous devions jeter un coup d'œil à l'époque des anciens Égyptiens, beaucoup d'entre nous se demanderaient comment ces anciens ont pu faire toutes ces choses. Il va sans dire que les pyramides sont parmi les ouvrages les plus complexes jamais découverts.
Nous ne savons toujours pas comment ces personnes ont réussi à soulever ces briques et à les placer dans une forme aussi compliquée. Cependant, une autre question se pose lorsque nous réalisons que ces briques ont été découpées avec précision par une machine sophistiquée. Le problème est que nous n'avons jamais été en mesure de découvrir quel type de technologie les Égyptiens auraient utilisé pour découper des lignes aussi précises dans les blocs de pierre. Aujourd'hui encore, la taille de la pierre est très difficile et nécessite des outils spéciaux pour la réaliser correctement. Souvent, les machines utilisées pour tailler la pierre fonctionnent à l'électricité ou à l'essence. Il est donc facile de comprendre pourquoi il aurait été si difficile pour les anciens de créer une machine aussi compliquée. Les experts ont noté la présence de marques de scie sur les pierres qui prouvent qu'elles ont été taillées avec une sorte de scie primitive. En examinant ces marques de plus près, il apparaît également que les lames utilisées pour couper ces pierres devaient être incroyablement tranchantes. Bien plus tranchantes que ce qui était disponible à l'époque. Plus étrange encore, les chercheurs ont remarqué que la scie était déplacée d'avant en arrière avec une précision digne d'un laser. Cela n'aurait pas été fait à la main. Cependant, nous n'avons aucune idée du type de machine qui aurait été utilisée pour créer des lignes aussi précises dans la pierre. Népenthes. Dans la Grèce antique, quiconque luttait contre la peur, l'inquiétude et la dépression pouvait recourir à un véritable médicament magique pour se débarrasser de tous ces maux d'un seul coup, le Népenthes. Bien que ce médicament miraculeux soit principalement mentionné dans la mythologie grecque, de nombreux historiens pensent que ce remède était également utilisé dans le monde réel. On suppose qu'il s'agissait d'un opiacé ou de cannabis. Cependant, la question de savoir comment cet antidépresseur antique était composé en détail et s'il a réellement existé en dehors des mythes et légendes ne peut être résolue du point de vue actuel. Verre pliable. La question de savoir si les Romains savaient réellement fabriquer du verre flexible et pratiquement incassable fait l'objet d'un débat animé entre les historiens jusqu'à aujourd'hui. Si l'on en croit les écrits de Pline l'Ancien et de Pétrone, l'histoire passionnante s'est déroulée comme suit. Un jour, un modeste inventeur se présente à l'empereur Tibère pour lui présenter sa dernière réalisation. Il s'agissait d'un bol en verre, que l'homme jeta immédiatement sur le sol avec toute sa force. Au lieu de se briser en 1000 morceaux, le bol s'est simplement cabossé, permettant à l'inventeur de lui redonner sa forme initiale en un clin d'œil, à l'aide d'un petit marteau. L'homme annonce fièrement qu'il est le seul à savoir comment fabriquer ce verre flexible. Cependant, au lieu de s'étonner, Tibère décida de prendre une mesure bien plus radicale. Il fit mettre à mort son visiteur sur le champ. L'empereur aurait craint que le verre flexible ne devienne bien plus précieux que l'or et l'argent. Afin d'éviter que les précieux métaux ne soient ainsi dévalués, il a préféré détruire la connaissance de la technique de fabrication secrète ainsi que son inventeur. Le rayon mortel d'Archimède. Selon une légende ancienne, le mathématicien grec Archimède a conçu un dispositif mortel capable de mettre le feu à des navires même éloignés. Il s'agissait d'une combinaison sophistiquée de miroirs qui regroupait et réfléchissait la lumière solaire entrante. En fait, en 2005, des scientifiques ont réussi à reconstituer le rayon mortel d'Archimède. Toutefois, cela nécessitait 127 miroirs et une durée d'irradiation de 10 minutes. On ignore si et comment le légendaire miroir concave était réellement utilisé. Que pensez-vous des sites et technologies fascinants de nos ancêtres ? Les Incas déplaçaient des blocs de pierre de 200 tonnes. Officiellement, Sacsayhuaman est une fortification militaire de la période Inca, située près de la ville péruvienne de Cusco. Cependant, en raison de l'aménagement particulier du site, comprenant des niches carrées, des arènes circulaires et des escaliers spéciaux, certains chercheurs y voient plutôt un sanctuaire religieux. Cependant, Sacsayhuaman pourrait également être décrit comme un puma de pierre, car le complexe a la forme de la tête de ce prédateur très félin. En même temps, les rues du vieux Cusco forment le reste du corps. Cette conception fascinante s'accompagne toutefois d'un grand point d'interrogation. La figure du puma ne se révèle que lorsque le site est vu du ciel. Quant à savoir si et comment les Incas ont réussi à obtenir cette vue aérienne, c'est une toute autre question. Ce qui est tout aussi étonnant, c'est que les structures sont constituées de blocs empilés, pesant chacun entre 100 et 120 tonnes. La plus grosse pierre
mesure 9 mètres de haut et pèse plus de 200 tonnes. Le matériau provient de carrières situées à 20 km de là, et il a été travaillé si parfaitement qu'il s'emboîte parfaitement. Au vu des surfaces lisses et polies, on a presque l'impression que les pierres massives ont été durcies dans une sorte de four. Mais aucun four n'aurait pu être aussi grand, surtout pas en 1400 après Jésus-Christ. Ce calice change de couleur tout seul. Le calice romain de Lycurgue est-il rouge ou vert ? Eh bien, la bonne réponse est les deux. Cela dépend simplement de la façon dont il est éclairé. Alors que le récipient brille d'un vert intense à la lumière du jour, il apparaît rouge rubis lorsqu'il est éclairé de l'intérieur. La composition spéciale du calice de Lycurgue est un véritable miracle antique. Le vert est dichroïque, ce qui signifie qu'il change de couleur en fonction de l'incidence de la lumière, de l'angle de vue et de l'arrière-plan. Il y a très peu d'exemples connus de cette période qui peuvent se vanter de cet effet étonnant, et aucun qui soit aussi grand et qui présente une différence de couleur aussi frappante que le calice de Lycurgue. Cela est principalement dû au fait que la production de verre dichroïque nécessite de solides connaissances en nanotechnologie. Pour manipuler le matériau comme on le souhaite, il faut un dosage parfait de nanoparticules d'or et d'argent. Comme nous n'avons découvert la technologie en question que dans les années 1970, la plupart des historiens ne croient pas que les Romains connaissaient son contexte. L'explication plutôt insatisfaisante est que le dichroïsme romain est probablement apparu par hasard. Comment cette étonnante pièce d'orfèvrerie a-t-elle été fabriquée ? Située dans la célèbre ville italienne de Milan, l'église de Sant'Ambrogio a une histoire riche. En fait, les racines de l'église remontent à l'an 378, bien qu'elle ait en grande partie acquis son apparence actuelle pendant une période de reconstruction au XIe et XIIe siècle. Un objet en particulier attire notre attention, le siège d'autel de Volvinius, qui nous laisse bouche bée avec ses détails dorés et élaborés à couper le souffle. Il y a cependant une circonstance qui fait réfléchir les scientifiques. L'objet a été fabriqué en 846, et donc à une époque où la technique de dorure correspondante était en fait encore inconnue. À ce jour, les chercheurs ne peuvent pas dire avec une certitude absolue comment cette œuvre d'une magnificence écrasante a été créée avec les moyens connus à l'époque. Pourquoi cette colonne de fer ne rouille-t-elle pas ? Si le pilier de fer orne la cour de la mosquée Quwwat ul-Islam à Delhi depuis 700 à 1000 ans, son histoire réelle remonte au IVe siècle de notre ère. Le fait suivant est d'autant plus remarquable. La colonne de 7,2 mètres de haut et de 6,5 tonnes ne rouille tout simplement pas. Et en fait, les experts se disputent encore aujourd'hui sur la raison de cette mystérieuse absence de corrosion. Malgré toutes nos connaissances modernes, nous n'avons que des explications théoriques à ce sujet. Par exemple, la teneur élevée en phosphore et l'épaisseur spéciale de la couche sont des causes possibles des propriétés étonnantes du matériau. Mais en fin de compte, une seule chose est sûre. La technologie de production utilisée il y a 1600 ans était extrêmement sophistiquée et tout simplement époustouflante. Aucun scientifique ne sait ce que c'est. Alors que les artefacts précédents soulèvent principalement des questions sur les techniques de fabrication et les créateurs, les mystères entourant les dodécaèdres romains est encore plus fondamental. Nous n'avons pas la moindre idée de ce que sont ces formes étranges. Tout ce que nous savons, c'est qu'elles ont 12 surfaces extérieures pentagonales, qu'elles sont ornées de trous de différentes tailles et qu'elles comportent un grand nombre de boutons. De plus, les objets découverts jusqu'à présent l'ont tous été dans d'anciennes colonies romaines, qui étaient auparavant habitées par les Celtes. La liste des utilisations présumées est aussi longue que non confirmée. Nous pourrions avoir affaire à du matériel d'arpentage, des chandeliers, des objets de culte, des instruments astronomiques ou des outils de tricotage. Le secret du feu grec a été perdu à jamais. Imagine que tu te trouves dans une bataille navale antique. Alors que les navires ennemis voguent vers toi, les soldats sortent d'étranges dispositifs de pompage qui crachent un mélange qui provoque l'embrasement de ton propre navire. Mais ce n'est pas tout. Tu as beau essayer de combattre le feu, il ne s'éteint tout simplement pas. Ce jeu d'esprit désagréable est devenu une réalité infernale pour les ennemis des Byzantins. Connu sous le nom de feu grec, la simple vue de l'arme incendiaire suffisait souvent à mettre en fuite la flotte ennemie. Cependant,
nous ne savons toujours pas comment les habitants de l'Empire byzantin produisaient le feu liquide. La recette était déclarée secret d'État absolu, et quiconque la divulguait était puni de mort. Et bien que certains peuples aient pu s'emparer de quelques-unes des armes enflammées, ils n'ont pas réussi à reproduire l'ancien lance-flamme. Par conséquent, les connaissances sur la fabrication du feu grec ont péri en même temps que les Byzantins. Comment une cloche électrique intrigue la science ? C'est ce que l'on appelle du durable. Installée dans le laboratoire Kellerdon de l'université d'Oxford en 1840, la cloche électrique d'Oxford sonne sans interruption depuis 183 ans. Et ce, à l'aide de la même pile sèche que celle utilisée en 1840. À ce jour, aucun chercheur ne peut apporter de réponse à la question de savoir pourquoi cette relique d'un autre temps n'est pas tombée en panne depuis. En fait, les experts ne savent même pas exactement de quoi est faite la pile sèche. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle a été inventée par le prêtre italien Giuseppe Zamboni en 1812. Et tout ce que nous savons de la pile d'Oxford, c'est qu'elle est constituée de plusieurs disques et qu'elle est recouverte d'une couche extérieure de soufre. Les scientifiques pourraient maintenant simplement retirer la cloche construite par l'entreprise Watkins & Hill et l'examiner de près. Mais ils mettraient alors un terme inattendu à ce qui est officiellement la pile la plus durable du monde. Le caractère unique de cet artefact en fait une énigme insoluble. Étant donné qu'il n'existe aucun objet similaire auquel nous pourrions associer le disque de Phaistos, nous n'avons d'autre choix que de spéculer sur sa véritable raison d'être. Le disque découvert en Crète est fait d'argile cuite et a été fabriqué à l'âge de bronze. De plus, les créateurs inconnus ont décidé de décorer l'artefact avec divers symboles et motifs qu'aucun expert ne peut comprendre. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de déchiffrement se sont soldées par des impasses qui laissent songeur. En effet, il est pratiquement impossible de déchiffrer un texte inconnu par simple tâtonnement. Même en adaptant le schéma au système d'écriture connu, il existe un indécillion, c'est-à-dire 10 à la puissance 69, d'affectations possibles. Pourquoi l'armure de combat de Léonard de Vinci n'a-t-elle pas fonctionné ? Léonard de Vinci est probablement l'une des personnes les plus intelligentes que le monde ait jamais vues. Au vu des parachutes, des combinaisons de plongée, des canons à 3 canons et autres, il semble d'autant plus surprenant qu'il ait également conçu un véhicule de guerre blindé qui n'a finalement pas fonctionné. Équipé de 16 canons, le char de Vinci ressemblait à une gigantesque tortue. Et peut-être que les parallèles avec les animaux blindés de loisirs étaient finalement trop grands. En conséquence, les dessins du véhicule suggèrent qu'ils auraient été trop lourds et trop lents pour être efficaces sur le champ de bataille sous quelque forme que ce soit. Le fait que les engrenages nécessaires à la locomotion aient été disposés dans l'ordre inverse est encore plus déconcertant. Ce défaut ne semble pas correspondre au génie de Vinci. C'est pourquoi certains historiens pensent qu'il a délibérément saboté sa conception pour empêcher son utilisation. Abonne-toi dès maintenant et ne manque plus jamais une nouvelle vidéo. Des preuves gravées dans la pierre. Comment les Égyptiens ont-ils pu créer des œuvres aussi grandes et monumentales dans leur haute culture ? Les pyramides de Gizeh, le Sphinx ou les immenses temples ne sont que quelques exemples de la haute culture égyptienne. Ces édifices témoignent du fait que des méthodes de construction et des outils extraordinaires devaient être en place à l'époque, sans quoi de nombreux travaux n'auraient pas été possibles. Vous êtes maintenant curieux et vous voulez en savoir plus ? Voici la preuve qu'il y avait d'autres peuples avant notre culture qui pouvaient faire bien plus et employer des technologies bien plus avancées que nous ne l'avons jamais imaginé. L'obélisque d'Aswan. L'obélisque d'Aswan est l'une de ces preuves que les anciens Égyptiens devaient être en possession d'une technologie bien plus avancée que celle que l'on connaît. Situé à la frontière avec le Soudan, cet obélisque est inachevé. En outre, il y a un autre obélisque plus petit à proximité, qui n'a pas encore été détaché de la pierre de granit sculptée. Selon les archéologues, le plus grand des deux obélisques a été commandé par le souverain Hatshepsut, qui est mort en 1478 avant Jésus-Christ et est monté sur le trône d'Égypte. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'obélisque d'Aswan est presque un tiers plus grand que tous les autres obélisques égyptiens. C'est donc le plus grand jamais érigé dans la culture. Avec une hauteur d'environ 42 mètres et un poids de 1200 tonnes, cet obélisque est monumental.
C'est là que la question se pose pour les chercheurs. Comment cette structure a-t-elle été créée et comment l'obélisque aurait-il été érigé ? Quels outils auraient permis de travailler à la pierre dure de cette manière et comment l'obélisque aurait-il été mis en place ? Car les archéologues l'ont trouvé couché. Les égyptologues pensent que l'outil le plus important en Égypte à l'époque était une pierre de dolérite ronde tenue à la main. Mais l'outil qui permet de façonner ou de couper un autre matériau doit être plus dur que le matériau de construction. L'obélisque est en granit rose, qui a une dureté de 6 à 7. Une pierre de dolérite a à peu près la même dureté que le granit. Il est donc très difficile de travailler la pierre de granit avec cet outil. Une autre possibilité serait des outils en bronze, qui étaient déjà connus en Égypte. Mais le bronze est beaucoup plus tendre que le granit, à peine 3,5 sur l'échelle de Mohs. Les Égyptiens avaient-ils donc un outil secret qui n'a pas encore été trouvé et qui s'est perdu au fil des ans ? En outre, les égyptologues se demandent comment l'obélisque inachevé a pu être extrait de la pierre. Le fossé qui l'entoure est bien trop petit pour que les ouvriers puissent prendre un coup violent et les outils en dolérite auraient pu facilement se briser. L'ingénieur et machiniste Christopher Dunn pense que cet obélisque représente une preuve indiscutable de la technologie sophistiquée qui semble avoir été utilisée, bien que toute trace en soit aujourd'hui absente. Quels outils ont été utilisés ? La question se pose maintenant de savoir quels outils ont réellement pu être utilisés pour la construction de ces obélisques. Existe-t-il un outil secret qui a formé ces structures, ou les archéologues se trompent-ils dans leurs hypothèses ? Il est frappant de constater que le motif dans le fossé et sur l'obélisque est uniforme. Cette régularité est inhabituelle, car elle n'est pas possible avec un travail manuel à l'aide d'une scie à pierre ou d'un outil similaire. Des bandes horizontales ont été découvertes sur la pierre, ce qui indique clairement que le matériau a été travaillé par découpage. Or, les Égyptiens ne disposaient pas d'un tel outil. Les chercheurs se demandent donc quelle culture aurait pu être autre que celle des Égyptiens. Les Grecs ou les Romains n'auraient pas pu construire ce bâtiment non plus. On pense maintenant qu'une autre civilisation a existé avant la dynastie égyptienne. Cette culture était apparemment en possession d'outils dotés d'une technologie de pointe. Les chercheurs supposent qu'avant 3100 avant notre ère, différents peuples vivaient dans la région où les deux obélisques ont été découverts. Mais où sont passés les mystérieux outils qui ont servi à construire ces structures ? La solution est la suivante. Ils ont été cachés. Lors de fouilles sur des sites archéologiques du monde entier, on a trouvé des outils et des matériaux inhabituels qui ne correspondent pas aux hypothèses historiques formulées par les chercheurs. C'est pourquoi, aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ont été étiquetés, enveloppés, puis tout simplement cachés. Sir William Flinders Petrie, par exemple, a trouvé plusieurs carottages à la fin du 19e et au début du 20e siècle, dont la plupart sont conservés à l'University College de Londres. Ce qui est mystérieux, c'est que seules les carottes de forage en calcaire, granit, albâtre et autres pierres ont été retrouvées, mais pas les forêts creux avec lesquels elles ont été fabriquées. Ces carottes de forage ne peuvent pas avoir été créées en travaillant avec un arc et un tube de cuivre comme outil de meulage. En fait, avec une réplique moderne de ces carottes, aucun niveau d'efficacité correspondant n'a pu être déterminé avec cet outil. D'autres preuves de carottes datant de cette période sont également connues. Elles ont un diamètre supérieur à celui d'une main humaine. En même temps, la paroi du carottier était plus fine que celle des carottiers du 21e siècle. On ne sait toujours pas de quel matériau étaient faits les outils, auxquels la forme et la stabilité des carottages peuvent correspondre. Pour les chercheurs, la forme des forêts reste un mystère. Sarcophage en granit pour les taureaux Apis. À Saqqara se trouve le Sérapéum, dans lequel on trouve des boîtes massives en granit. Les scientifiques pensent que son origine peut être datée de l'époque dynastique. Les égyptologues sont d'avis que le prince égyptien Kamwéset, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, a reçu l'ordre de creuser un tunnel jusqu'à ces sarcophages en granit. À l'intérieur des chambres se trouvent des boîtes en granit dans le calcaire, pesant au moins 70 tonnes. Kamwéset voulait que les restes momifiés des taureaux Apis primés se trouvent dans ces boîtes. L'énigme ne se réside pas dans les boîtes de granit contenant les restes des taureaux eux-mêmes, mais dans la construction et l'apparence de ces trouvailles. Les boîtes dans les chambres ont fait l'objet d'un examen approfondi et la planéité des surfaces en granit et en calcaire a été mesurée à l'aide de jauges précises. Les chercheurs ont trouvé des similitudes intéressantes avec d'autres constructions égyptiennes. La pyramide de Khafré présente les mêmes propriétés que les sarcophages en granit. Cependant, la pyramide et les boîtes ont une date d'origine différente. Les coffrets en granit ont été attribués à la 18e dynastie, soit 1100 ans plus tard, ce qui est stupéfiant.
On suppose que le travail de la pierre était en déclin au cours de la 18e dynastie, mais cela ne correspond pas à ce bâtiment. Cependant, cette datation a été faite sur la base des objets en céramique contenus dans les sarcophages. Il se peut donc que les boîtes n'aient pas été datées avec précision et que leur origine soit encore plus lointaine. Cela explique pourquoi les boîtes en granit ont les mêmes propriétés que les blocs de pierre de la pyramide de Khafrès. Leurs constructeurs ont dû utiliser les mêmes outils, les mêmes compétences et les mêmes connaissances pour les construire. C'est la seule façon d'expliquer l'exactitude de la surface extérieure des deux bâtiments. Les coins des boîtes sont étonnamment carrés et à l'intérieur, les angles sont également plus aigus que les autres artefacts de cette période. Les boîtes ont des surfaces intérieures qui sont plates à la fois verticalement et horizontalement, et les surfaces sont parfaitement carrées et parallèles les unes aux autres. Cette apparence ne peut être obtenue qu'avec beaucoup de difficultés et on peut donc se demander pourquoi une technique aussi difficile a été utilisé pour de simples boîtes funéraires. Le fait que la roche granite à partir de laquelle les boîtes sont fabriquées provienne très probablement de la carrière d'Aswan laisse également perplexe. Or, Saqqara se trouve à environ 800 km de cette carrière. Les couvercles des boîtes ont également été taillés dans la même pierre que les boîtes du sarcophage. Les taureaux momifiés valaient-ils vraiment la peine qu'on s'en occupe pour les Égyptiens ? Ces boîtes sont-elles plus que de simples lieux de sépulture pour les taureaux Apis ? Et y a-t-il un sombre secret derrière ces sarcophages ? La momification égyptienne n'est-elle peut-être qu'une technique succédant à une technique de conservation encore plus ancienne et peut-être même réversible ? Le chercheur Dunn suggère que les boîtes de sarcophages ne pourraient pas dater de la 18e dynastie et auraient été créées par une autre culture. Il est possible que les bâtisseurs appartiennent à la culture des Kémites, qui vivaient avant cette époque et faisaient preuve d'une culture technologique plus développée. Des techniques de coupe incroyables qui soulèvent des mystères. Les recherches ont également permis de trouver des boîtes en granit qui présentent des marques de découpe inhabituelles. Une longue coupe inclinée a été trouvée sur une boîte qui n'a pas été coupée jusqu'au bord de la pierre de granit. Cette boîte en granit est donc inachevée et a été laissée telle qu'elle. Avec les outils connus des Égyptiens, il est impossible de faire une telle coupe. Surtout, les scientifiques pensent que cette coupe bizarre n'était pas intentionnelle. Avec les outils égyptiens, une coupe aussi longue prendrait un temps incroyablement long. Les chercheurs ont reconstitué ce travail et après des heures de travail, ont pu couper seulement quelques centimètres de la pierre. Les ouvriers égyptiens auraient remarqué une position inclinée lors de la coupe et auraient pu prendre des mesures pour y remédier. La technique de coupe utilisée devait être beaucoup plus rapide pour qu'une telle erreur se produise. Cependant, le mystère reste entier quant aux technologies utilisées. Des traces mystérieuses du passé. Tous ces artefacts historiques prouvent qu'il devait y avoir dans le passé des cultures dont nous sous-estimons aujourd'hui les connaissances technologiques. La précision de certains outils, ainsi que la forme et la stabilité des appareils, sont tout simplement incroyables et même comparé à nos outils, il s'agit d'une très haute technologie. Ces techniques perdues posent aux scientifiques des questions qui n'ont pas encore été résolues. Il y a donc eu en Égypte, à une certaine époque, une civilisation plus élevée que nous ne l'avions jamais imaginée. La seule question est de savoir si tous les mystères de cette culture pourront un jour être résolus. Un système d'alimentation en eau vieux de 5000 ans en Iran. Plusieurs autres civilisations du monde entier semblent également avoir utilisé des technologies perdues. Il y a plusieurs années, une équipe de chercheurs fouillait un vieux village en Iran lorsqu'elle est tombée sur quelque chose qu'elle n'arrivait pas à croire. Alors qu'ils déterraient divers vestiges historiques, ils ont trouvé quelque chose qui leur a fait décrocher la mâchoire, un ancien système de plomberie. Nous n'en savons pas trop sur ce système, cependant, ils ont réalisé que la zone aurait été vieille d'environ 5000 ans. Cela signifie que la plomberie moderne aurait existé dans un passé lointain, des milliers d'années avant que nous pensions qu'une telle chose aurait été possible. Les archéologues ont annoncé que les tuyaux qui parcouraient ce système étaient taillés dans la pierre, ce qui suggère que des outils compliqués auraient été nécessaires pour créer ces tuyaux archaïques. Chacun des tuyaux mesurait environ 1 mètre, les tuyaux se connectant les uns aux autres pour former des puits plus longs qui auraient été utilisés pour envoyer l'eau d'un endroit à l'autre. D'après les historiens, ces tuyaux auraient été créés en Perse il y a environ 5000 ans, ce qui signifie que les gens qui vivaient ici étaient beaucoup plus avancés que ce que nous avons été amenés à croire. Nous savons que les Perses sont connus pour être l'une des premières cultures à créer des systèmes avancés qui auraient été utilisés pour distribuer l'eau. Les habitants auraient créé un réseau de puits reliés entre eux par une série de tunnels inclinés, un peu comme la plomberie moderne dans votre maison. Cette eau aurait été utilisée pour irriguer les champs et aussi pour envoyer de l'eau dans différentes maisons.
Boca de la Verità. Un seul coup d'œil à la Boca de la Verità suffit à vous donner des frissons. Cette étrange œuvre d'art en forme de disque est incroyablement sinistre et restera probablement dans vos cauchemars pendant de nombreux jours. De nombreuses personnes se disputent encore pour savoir à quoi cet étrange morceau d'histoire aurait réellement servi. Pour la plupart, l'histoire de cette œuvre d'art est un mystère complet, mais les historiens ont fait de leur mieux pour reconstituer les événements qui auraient conduit à la création d'une pièce aussi bizarre. L'étrange relief se trouve actuellement dans l'église Sainte-Marie de Cosmedine à Rome. Il a été mentionné pour la première fois par écrit en 1485, mais nous ne savons pas avec certitude quel est son âge réel. Connu sous le nom de visage de la vérité, il pourrait avoir appartenu aux Grecs et avoir servi d'autel. Certains pensent qu'il a pu être créé en référence au personnage grec Hercule. Cependant, il n'y a aucune preuve de cela et il s'agit purement d'une supposition. De nombreux hommes d'affaires romains, d'il y a des milliers d'années, étaient connus pour parcourir de nombreux kilomètres afin de rendre hommage à Zeus. Il est donc possible que cette sculpture ait fait partie de cette cérémonie. Cependant, il est également possible que cet objet en forme de disque ait été utilisé comme un simple couvercle de drain d'égout. Étant donné qu'il a des ouvertures dans les yeux, le nez et la bouche, c'est une possibilité certaine. En réalité, nous ne savons pas grand-chose sur cet objet. Cependant, les chercheurs font toujours de leur mieux pour reconstituer l'histoire de cette relique bizarre. Des lampes vieilles de 2000 ans. On a retrouvé 2 lampes en bronze qui ont été créées il y a environ 2000 ans avant d'être finalement placées dans la tombe du petit-fils d'un empereur. Comme vous pouvez le voir clairement, les lampes représentent des oies qui ont tourné la tête vers l'arrière. Les gros poissons que les 2 oiseaux tiennent dans leur bec ne servent pas seulement de décoration esthétique, mais aussi de capuchon de désenfumage et de protection contre le vent. Dès que le combustible a été allumé, la fumée s'est déplacée dans le corps de l'oie, qui était très probablement rempli d'eau. En outre, la position du poisson pouvait être modifiée manuellement, ce qui permettait d'ajuster la luminosité. Ces objets anciens nous prouvent une fois de plus que les gens de l'époque avaient des compétences techniques extraordinaires, plus grandes que celles que certains d'entre nous possèdent des milliers d'années plus tard. Sismographe ontique. Nous sommes en l'an 138 de notre ère, lorsqu'à Luoyang, une petite boule tombe de la gueule d'un dragon de bronze dans la gueule déchirée d'une grenouille. Ce qui semble être une banalité insignifiante à première vue, confirme en fait la sophistication inégalée du polymathe chinois Zhongheng. Son sismographe vient d'enregistrer un tremblement de terre à plus de 640 km de distance, et ce, alors qu'aucune des personnes présentes n'avait ressenti la moindre secousse. La construction, qui, soit dit en passant, a été mise au point environ 1700 ans avant les premiers sismographes du monde occidental, consistait au cœur d'un vase en bronze sensible au mouvement. Sur celui-ci étaient placées à tour de rôle 8 têtes de dragon tournées vers l'extérieur, tenant chacune une sphère de cuivre dans sa bouche et pointant dans différentes directions. Sous les dragons étaient accroupies les grenouilles susmentionnées. La moindre secousse sismique suffisait à activer le pendule caché à l'intérieur du vase et à libérer les sphères de leur support. Pour savoir de quelle direction provenait le tremblement de terre, il suffisait alors de regarder dans quelle bouche de grenouille la boule venait d'atterrir. Malheureusement, l'invention originale de Zhongheng n'a pas survécu aujourd'hui. Les spécimens exposés dans les musées sont des répliques. En fait, il faudra attendre 2005 pour qu'une équipe de chercheurs chinois réussisse pour la première fois à fabriquer un modèle fonctionnel de l'ancien chef-d'œuvre. Réacteur nucléaire de la préhistoire. Chicago Pile One est considéré comme le premier réacteur nucléaire fonctionnel fabriqué par l'homme dans l'histoire. Construit en 1942, les premiers réacteurs expérimentaux faisaient partie du projet Manhattan, qui a donné lieu à l'invention et à la construction de la bombe atomique. Mais si nous vous disions qu'en 1972, des scientifiques sont tombés sur un réacteur nucléaire créé bien plus tôt. Et soyons clairs, nous ne parlons pas ici d'une période de quelques décennies, mais d'une période de 2 milliards d'années. Découvert dans la mine d'uranium d'Oklo au Gabon, les vestiges du réacteur nucléaire continuent de captiver les experts jusqu'à aujourd'hui. Étant donné qu'il y a 2 milliards d'années, il n'y avait aucune trace d'Homo sapiens, la plupart des experts s'accordent à dire qu'il devait inévitablement s'agir d'une entité naturelle. Fondamentalement, cette structure mystérieuse est composée des éléments suivants.
un bouchon d'uranium relativement pur avec une forte concentration de l'isotope radioactif U-235 et des composés organiques comme le graphite ou l'eau qui ralentissent les neutrons produits par l'uranium. Aujourd'hui, un tel réacteur ne pourrait pas être formé. L'U-235 est tout simplement devenu trop rare pour cela. Cependant, il y a 2 milliards d'années, cet isotope représentait encore environ 3% de l'uranium naturel, soit la concentration nécessaire à la fission dans un réacteur. Cependant, cette découverte est survenue de manière si inattendue qu'une grande variété d'hypothèses ont rapidement été émises quant à son véritable contexte. Des réacteurs d'essai extraterrestres à l'œuvre d'une espèce préhumaine inconnue, les théories correspondantes n'ont pratiquement pas connu de limite. Ces hypothèses ont finalement été alimentées par une étrange découverte que le physicien Alex Meshick et ses collègues de l'Université de Washington ont enregistrée en examinant le réacteur. Plus précisément, les scientifiques sont tombés sur un schéma étrange d'isotope de xénon. Ces sous-produits de la fission de l'uranium étaient piégés dans les minéraux de phosphate d'aluminium autour du réacteur. Les chercheurs ont remarqué que les isotopes de xénon étaient étonnamment rares dans les intermédiaires de courte durée. En d'autres termes, il semble que le réacteur ait été régulièrement allumé et éteint. Plaque de verre de Beth She'arim. L'un des sites archéologiques les plus importants d'Israël, les grottes de Beth She'arim, ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 5 juillet 2015. Au cœur de celui-ci se trouve la grande nécropole, qui a été aménagée du 2e au 4e siècle et compte un total de 33 sites funéraires. En 1956, les responsables ont décidé de transformer une grotte naturelle située à côté des catacombes en un petit musée. Mais lorsque le bulldozer a commencé à enlever les gravats et à paver le chemin, il s'est soudain retrouvé dans une position délicate. Il était tombé sur quelque chose de si grand et de si massif qu'il ne pouvait plus avancer. Peu après, il est apparu clairement qu'il s'agissait d'une lourde dalle rectangulaire qui ressemblait initialement à du béton. En raison de sa taille encombrante, elle a été laissée sur place et il a été décidé sans plus attendre de paver les alentours avec des pierres plates. Mesurant 2 mètres sur 3,3 et 45 cm d'épaisseur, la dalle était tout sauf délicate. Pourtant, il faudra attendre 1963 pour que cette structure massive soit à nouveau au centre de l'attention des scientifiques. Dans les rangs d'une expédition conjointe du Corning Museum of Glass et de l'Université du Missouri, l'hypothèse, pas tout à fait sérieuse, que la plaque de Beth She'arim pourrait être en verre a vu le jour. Et ce qui avait été accueilli avec beaucoup de scepticisme au départ allait être confirmé au cours d'une analyse chimique. Désormais, la relique va devoir faire l'objet d'un examen approfondi. L'examen des restes de céramique trouvés sur place montre que la plaque de verre date probablement de la fin du IVe siècle. Celui qui a fabriqué le verre il y a 1600 ans ne l'a donc pas fait pour créer un artefact délicat, mais un matériau massif capable de résister aux bulldozers modernes. Pesant 9 tonnes, la plaque est devenue la 3e plus grande pièce de verre fabriquée par l'homme de tous les temps lorsqu'elle a été découverte, dépassée seulement par les miroirs géants des télescopes du XXe siècle. On estime qu'il a fallu chauffer 11 tonnes de matière première à 1100 degrés Celsius et les maintenir à cette température pendant 10 jours pour la produire. Il est possible que ce processus ait dévoré 20 tonnes de bois comme combustible. La grotte dans laquelle se déroulait le travail devait ressembler à un vrai brasier. Des fouilles ont montré que le verre repose encore sur un lit de blocs de calcaire. Les fortes traces de brûlure montrent que les chambres de combustion se trouvaient également à cet endroit. Mais comment se fait-il que la plaque de verre ne soit pas du tout transparente ? Eh bien, c'est avant tout parce que l'objet contient environ 2 fois plus d'oxyde de calcium que ses homologues contemporains. Dans le détail, on en conclut que la plaque de Beth She'arim était en fait destinée à être transformée. À partir d'elle, 50 à 60 000 récipients en verre individuels auraient pu être soufflés. Cependant, on ne sait toujours pas pourquoi la plaque brute n'a jamais été utilisée pour son usage initial. Colonne de fer. Vous vous demandez pourquoi une colonne de fer ordinaire figure dans un article sur les artefacts les plus inexpliqués du passé ? Eh bien, cela devient clair une fois que nous réalisons dans quel état exceptionnel l'objet se présente après tout ce temps. Ce pilier, qui est l'un des plus anciens monuments en fer jamais conservés, orne la cour de la mosquée Quwwat-ul-Islam, dans le sud de Delhi, depuis environ 1000 ans. Son histoire réelle remonte cependant encore plus loin.
Selon celle-ci, la colonne a probablement été fabriquée sur l'ordre du souverain Chandragupta II et qui était au pouvoir entre les années 375 et 414. Une inscription indique que l'objet a été érigé en l'honneur de la divinité hindoue Vishnu. Mais la bonté et la bravoure du roi ne sont pas laissées de côté. Les experts ne savent toujours pas ce qui explique l'étonnante absence de rouille du pilier de fer. Certains scientifiques ont conclu que le monument possède une couche protectrice spéciale. Cette structure en treillis continuerait à croître indépendamment depuis des temps immémoriaux et protégerait la structure de la corrosion. Une autre tentative d'explication repose sur la méthode de fabrication spéciale de l'époque. L'utilisation de charbon de bois peut avoir entraîné une forte teneur en phosphore. En outre, il est concevable que le secret des colonnes sans rouille réside dans l'épaisseur particulière du revêtement. Celui-ci permet d'emmagasiner la lumière solaire incidente de la journée, de telle sorte que la pluie et la rosée à l'extérieur s'évaporent à nouveau immédiatement. Malheureusement, la superstition humaine est parfois plus forte que les propriétés anti-rouille. Selon celle-ci, il est dit que cela porte chance de se tenir le dos devant la colonne de fer, en la serrant avec les mains. Cependant, cette pratique ayant laissé d'innombrables traces et dommages, la structure est protégée des étreintes involontaires par une clôture depuis 1997. Alors les gars, et maintenant, nous sommes curieux de connaître votre opinion. Lequel des artefacts présentés vous a le plus étonné? Et comment pensez-vous que l'on puisse expliquer l'origine de cette découverte passionnante? N'hésitez pas à vous activer et à nous écrire vos pensées, vos suggestions et vos réactions sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air et de vous abonner pour rester informé à partir de maintenant. Enfin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos passionnantes de notre chaîne que nous avons mis en lien pour vous ici dans le générique. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine fois.